De nouveaux changements extrêmement importants vont intervenir avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS. En effet, Gorbatchev connaît l'état économique dans lequel se trouve l'URSS, c'est-à-dire vraiment un blocage total de l'économie, et il pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer à une véritable course en avant dans l'armement, étant donné les problèmes économiques. Et donc, il va essayer de réduire l'importance de l'armement de manière à dégager de l'argent pour essayer de transformer l'économie. Que va-t-il faire? Et cette fois-ci avec l'accord de Reagan, parce que Reagan a montré la force des États-Unis et il pense que bon, maintenant que la force a été montrée, maintenant que l'espace a été reconquis, on peut aussi essayer d'éviter une course aux armements qui pouvait être extrêmement chère au niveau financier, mais dangereuse aussi. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, ils vont tous les deux finir par signer un accord, qui est l'accord START. Or, START est très important parce que ça signifie stratégique, Arm Reduction Talk, c'est-à-dire cette fois-ci on veut vraiment réduire les armements atomiques, essentiellement les missiles de longue portée cette fois-ci, puisqu'il s'agit de missiles qui peuvent aller de l'URSS aux États-Unis et vice-versa, et cet accord sera signé, il sera ratifié, donc il va y avoir effectivement une diminution de l'armement atomique. Et puis, aussi, Gorbatchev se rend compte qu'il n'est pas possible de continuer la guerre en Afghanistan, d'abord parce qu'ils sont en train de perdre, c'est finalement impossible de gagner, même en y mettant encore plus d'armées, et il va décider le retrait des armées de l'Afghanistan, ce qui évidemment pour l'armée soviétique est un échec aussi cuisant que celui des Américains au Vietnam, parce que cela montre là encore qu'une armée puissante, celle du second pays au monde, n'est pas capable de battre des rebelles en Afghanistan. Et puis, dernière chose, il va retirer aussi l'armée soviétique des différents points où il se trouvait en Europe de l'Est, et ceci, évidemment, aura des conséquences, nous le verrons, sur l'état politique et la géopolitique en Europe de l'Est. Donc, une volonté de réduire les tensions militaires et les tensions entre les États-Unis et l'URSS. Si Gorbatchev a décidé de réduire les tensions autant qu'il était possible, c'est en grande partie pour sauver l'économie soviétique. L'économie soviétique, l'économie planifiée, est totalement bloquée. Le résultat, c'est que les magasins sont complètement vides, que la population passe son temps à faire des queues énormes pour pouvoir acheter 3 fois rien, et que le mécontentement dans le pays est énorme. Donc, que décide-t-il de faire? Eh bien, la première chose qu'il décide de faire, c'est ce qu'il va appeler la perestroïka. Cette perestroïka, qui signifie restructuration de l'économie, consistait en grande partie à faire une réforme qui avait déjà été tentée du temps de Brejnev, mais qui n'avait pas vraiment été appliquée, et qu'il va essayer d'appliquer. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, d'abord en essayant de responsabiliser les directeurs d'entreprise pour qu'ils ne réclament pas des investissements beaucoup plus importants que nécessaire, des salariés en plus grand nombre et des matières premières beaucoup plus qu'ils n'en auraient besoin. Bon, il faisait ça pourquoi? Pour être sûr d'en recevoir au moins une partie. Et donc, il y avait une espèce de gaspillage énorme, de sous-productivité extrêmement importante. Et l'idée, c'était il faut que les directeurs soient responsables et qu'ils réclament au plan, au Gosplan, au ministère du Plan, exactement ce dont ils ont besoin, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce gaspillage énorme au niveau des intrants de l'économie. Le deuxième point, c'était de pouvoir créer des petites entreprises, essentiellement au niveau des services, le coiffeur, le peintre dans les maisons, le petit commerçant, etc., de manière à pouvoir relancer le commerce, bon, qui était réduit à 3 fois rien. En fait, ça va être un échec, mais un échec complet. Pourtant, c'était une idée qui paraissait assez simple et facile à appliquer. Elle ne l'a pas du tout été.
Pourquoi? Mais parce que très rapidement, la nomenclatura, c'est-à-dire en fait l'ensemble de l'élite économique et administrative de l'URSS, cette nomenclatura qui avait des privilèges énormes, qui pouvait avoir, non pas des grands salaires, parce que c'est pas au niveau du salaire que ça se passait, mais qui pouvait avoir des privilèges avec des magasins spécialisés, avec la possibilité d'aller en vacances sur la mer Noire dans les dachas, avec toutes sortes d'autres privilèges auxquels il tenait énormément, eh bien cette nomenclatura ne veut pas prendre le risque de n'être plus nécessaire. Parce que si tout se passe bien avec les directeurs d'entreprise, s'ils se responsabilisent, il n'y a plus besoin des étages intermédiaires, il n'y a plus besoin de cette nomenclatura, ou du moins il y en a besoin de beaucoup moins. Et donc en fait, une partie d'entre eux risque fort de perdre tous les privilèges auxquels ils tiennent énormément. Et ils vont bloquer complètement le système. C'est-à-dire, vous avez en dessous les entreprises et les directeurs d'entreprise qui vont peut-être essayer de faire quelque chose, mais ils seront bloqués dès qu'ils arriveront au niveau de la nomenclatura. De la même manière, les ordres de Gorbatchev pouvaient descendre jusqu'au niveau de la nomenclature, mais là, ils étaient bloqués. Et le résultat, c'est qu'en fait, tout le système se bloque encore plus. Et donc l'économie va encore plus mal et vraiment les soviétiques n'en peuvent plus. Si Gorbatchev est extrêmement bien vu à l'extérieur parce qu'il paraît quelqu'un de beaucoup plus ouvert, de plus intelligent et de plus flexible que la plupart des dirigeants de l'Union soviétique, eh bien en fait, à l'intérieur du pays, il est franchement détesté parce qu'on a l'impression que ce qu'il veut mettre au point, eh bien, c'est raté. Pourtant, Gorbatchev fait tout ce qu'il peut. Par exemple, il va lancer la glasnost aussi, la transparence. De quoi s'agit-il? Eh bien, là aussi, d'essayer de faire passer une meilleure information, puisqu'il a cette structure de la nomenclatura qui bloque tout, eh bien il se dit on va essayer d'informer la population, donc de faire passer des informations, de faire comprendre ce que l'on veut faire, et de la même manière s'il y a des problèmes, il faut que la base puisse faire remonter les informations, et donc il y a une certaine transparence au niveau de l'information. Bon, là aussi, ça va marcher un petit peu, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine possibilité pour la population de s'exprimer, par exemple dans les journaux, au niveau du courrier des lecteurs, de faire remarquer tout ce qui ne marche pas. Bon, mais bon, ça s'arrêtera là, et finalement, Gorbatchev ne réussira pas à rétablir l'économie, et c'est cela, en grande partie, qui va pousser l'URSS à une chute que personne n'attendait. La chute va se passer en deux étapes. La première étape se passe en Europe de l'Est, où les pays, les uns après les autres, vont pouvoir reprendre leur indépendance totale, d'une part parce que l'armée rouge ne se trouve plus sur leur territoire et donc ils ne risquent plus d'avoir les chars qui viennent réprimer leur volonté d'indépendance. Et puis deuxièmement, parce que de toute manière, Gorbatchev avait dit officiellement qu'il n'était pas possible pour un État d'empêcher d'autres pays de prendre leur liberté si ceux-ci le désiraient. Donc il y avait une espèce de possibilité que les pays d'Europe de l'Est vont utiliser, d'abord de manière très ténue, parce qu'ils ont peur des résultats. Bon, on se doute bien qu'il risque de se passer quelque chose, mais quand ils verront en 89 qu'il ne se passe rien, que l'URSS ne réagit pas, alors il y aura une expansion de cette volonté de liberté et les pays d'Europe de l'Est vont sortir du bloc de l'Est les uns après les autres. Il y a une vidéo qui indique les détails de cette sortie, mais ce qui est important, c'est de voir qu'à partir du moment où les pays de l'Europe de l'Est ne font plus partie du bloc soviétique, eh bien ce bloc soviétique n'existe plus puisqu'il n'y a plus que l'Union soviétique. Or, deuxième étape, c'est l'Union soviétique qui va exploser. Là, ça a été quelque chose de totalement incompréhensible et inimaginable pour les gens qui l'ont vécu, parce que ça s'est passé en l'espace de très peu de temps. C'est comme si on vous disait maintenant, eh bien, les États-Unis ne vont plus exister après-demain. Bon, ce qui paraît quand même extrêmement peu sûr. Donc, en fait, cela éclate. Comment? Eh bien, quand tout va mal, quand Gorbatchev est détesté, quand il est détesté aussi bien par les gens
plus à gauche que lui ou plus à droite que lui. Bon, en fait, il y a des gens qui voudraient plus de liberté, plus de possibilités de s'exprimer, plus de démocratie, et ils vont suivre un leader qui s'appelle Yeltsin et qui va essayer de lancer la démocratie et qui va demander que la Russie devienne indépendante. À partir du moment où la Russie va devenir indépendante, il est bien évident que les autres vont en faire autant et qu'il va y avoir une volonté d'indépendance des différents pays, des différentes républiques que formait l'URSS. Or, ceci sera possible parce que d'un autre côté, l'armée ne soutient pas, ou plus, ou très peu, le dirigeant de l'URSS. En effet, l'armée s'est sentie complètement en dehors du système quand il a fallu partir de l'Afghanistan, quand il a fallu quitter l'Europe de l'Est, et donc l'armée ne se sent pas représentée par Gorbatchev. Et finalement, cet ensemble va faire que d'abord la Russie va devenir un État indépendant, puis ensuite l'Ukraine, puis tous les autres États, et donc il va y avoir un éclatement de l'URSS, et le 25 décembre 1991, c'est la fin officielle de l'URSS, puisque Gorbatchev fait un grand discours pour déclarer qu'il n'est plus président de l'URSS, il n'est plus premier secrétaire du Parti communiste, puisqu'il n'y a plus ni l'un ni l'autre. Et c'est la fin de l'URSS, à l'étonnement général, particulièrement à l'Occident, mais aussi à l'intérieur de l'URSS même.